Il y a des moments dans la vie où certaines rencontres semblent porter d'un sens plus grand, comme si elles étaient orchestrées par une force invisible. Des coïncidences répétées, des synchronicités marquantes, une sensation indéniable de familiarité avec quelqu'un que l'on connaît à peine. Tout cela nous pousse à nous demander, l'univers ne nous guide-t-il pas vers cette personne? La psychologie analytique de Carl Jung nous offre un prisme puissant pour comprendre ces phénomènes. Plus que du pur hasard, ces expériences peuvent être des expressions de l'inconscient collectif, des manifestations symboliques révélant quelque chose de profond sur notre propre processus d'individuation. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes qui, selon Jung et la sagesse des archétypes, indiquent qu'une connexion est bien plus qu'une simple coïncidence. C'est un appel à la transformation. Si vous croyez que l'univers a une manière mystérieuse d'unir les destinées, commentez ci-dessous « Je suis ouvert » aux signes qui me guident sur mon chemin. La psychologie analytique développée par Carl Gustav Jung nous offre une carte profonde pour comprendre le rôle des rencontres humaines dans le processus de connaissance de soi. Lorsque l'univers semble nous envoyer quelqu'un, ce n'est pas seulement une attirance ou une affinité passagère qui est en jeu, mais un appel intérieur à plonger dans des aspects inconscients de notre être. Jung appelle cela le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons réellement nous-mêmes en intégrant la lumière et l'ombre. Ces connexions significatives activent souvent des archétypes profonds, tels que l'anima et l'animus, qui représentent nos images inconscientes du féminin et du masculin. Quand nous rencontrons quelqu'un qui éveille intensément ces images intérieures, nous avons l'impression d'avoir retrouvé une part perdue de nous-mêmes. Mais ce miroir n'est avant tout qu'une invitation, non pas à nous perdre dans l'autre, mais à révéler ce qui dort en nous. De plus, la projection est un mécanisme fondamental dans ce contexte. Nous projetons sur l'autre des traits que nous ne reconnaissons pas ou que nous refoulons en nous, créant l'illusion qu'il ou elle complète ce qui nous manque. Jung nous met en garde. Reconnaître et intégrer ces projections est essentiel pour que la relation évolue d'un enchantement inconscient vers une communion consciente et transformatrice. Enfin, les rencontres significatives sont souvent marquées par la synchronicité, des coïncidences chargées de sens, que Jung décrit comme des signes d'alignement entre l'inconscient et le monde extérieur. Ces signes ne sont pas des garanties, mais de véritables symboles vivants indiquant qu'une force plus grande est à l'œuvre et nous appelle à prêter attention. Si l'univers veut vous rapprocher de quelqu'un, les signes apparaîtront. Il vous appartient alors de décrypter leur véritable signification. Il existe des rencontres qui défient la logique et le temps. Un simple échange de regards, une conversation étonnamment profonde, ou même une croisée de chemins improbables peut véhiculer une énergie qui dépasse la surface. Dans la vision de Jung, ces expériences ne sont pas aléatoires. Elles fonctionnent comme des symboles vivants surgissant de l'inconscient collectif pour pointer un sens plus grand dans le parcours de chacun. Quand l'univers veut nous mettre en présence de quelqu'un qui jouera un rôle essentiel dans notre croissance intérieure, il ne parle pas avec des mots rationnels, mais bien à travers des symboles, des sensations et des événements synchronistiques qui ne peuvent être ignorés. Ces signes symboliques se manifestent avec force précisément parce qu'ils activent des contenus psychiques endormis. Un sentiment de déjà-vu peut indiquer l'éveil d'archétypes ancestraux, rappelant des mémoires émotionnelles profondes, non seulement individuelles, mais partagées par l'humanité tout entière. Quand ces signes surviennent, il n'est pas rare que l'on se sente envoûté, comme participant à quelque chose de sacré. Il ne s'agit pas de magie, mais de l'inconscient cherchant à s'exprimer dans le monde extérieur. La connexion significative agit alors comme miroir et messager. D'autres signes symboliques prennent la forme de rêves. Jung accordait une grande importance aux rêves comme message de l'inconscient. Lorsqu'une personne commence à apparaître de manière récurrente dans nos rêves, même sans lien direct dans la vie quotidienne, elle peut représenter un aspect psychique essentiel ou signaler un lien encore inconscient à explorer. Le contenu onirique peut anticiper une rencontre, pointer un conflit intérieur ou renforcer la profondeur d'une connexion existante. Rêver de la même personne à plusieurs reprises, surtout dans un contexte symbolique tel qu'un mariage, un voyage ou une réunion, peut être une expression de cette union d'âme que propose la psyché. Un autre type de signe symbolique mérite notre attention, la sensation de fluidité dans le contact. Certaines relations se tissent avec une facilité inhabituelle, comme si les obstacles s'effaçaient pour faciliter la rencontre. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais indique qu'il existe une harmonie énergétique.
permettant au lien de se développer plus aisément. Cette fluidité se perçoit dans de petits gestes, dans la façon dont le temps semble se transformer aux côtés de l'autre, voire dans la synchronicité des pensées et des mots, comme si chacun comprenait l'autre par intuition. De plus, l'environnement peut offrir des indices. Jung croyait que l'inconscient se manifeste tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, y compris à travers des éléments symboliques du monde qui nous entoure. Une musique qui retentit au moment précis où vous pensez à quelqu'un, un livre qui tombe ouvert sur une page décrivant exactement ce que vous vivez, ou encore une conversation entendue par hasard parlant de vos sentiments. Tout cela peut se comprendre comme le reflet de l'inconscient projeté dans le monde extérieur pour attirer votre attention. Il est important de souligner que ces signes symboliques ne garantissent pas que l'autre sera l'élu au sens romantique ou idéalisé. Ils révèlent plutôt que cette connexion a quelque chose de précieux à enseigner, à vivre, à comprendre et souvent à transformer. Jung ne concevait pas le destin comme immuable, mais comme un parcours vivant, construit par le dialogue entre le conscient et l'inconscient. Les signes sont donc des invitations, jamais des impositions, à chacun d'écouter avec sensibilité et honnêteté ce que ces symboles cherchent à révéler. Reconnaître ces signes est la première étape. La seconde consiste à les entendre avec courage, car là où il y a symbole, il y a aussi potentiel de transformation. Et lorsque la vie nous offre une connexion significative, ce n'est pas seulement une rencontre avec l'autre, c'est avant tout un retour vers des parts oubliées de nous-mêmes. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'idée de âme sœur n'est pas un concept romantique superficiel, mais un symbole profond lié à l'individuation et à l'intégration des opposés dans la psyché. Jung n'utilisait pas le terme âme sœur tel que nous l'employons aujourd'hui. Il parlait plutôt des archétypes anima et animus, représentant le féminin dans la psyché masculine et le masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes servent de pont psychique, nous conduisant vers l'autre, le différent, le complémentaire, tout en nous reconnectant à des parts en sommeil de nous-mêmes. Quand quelqu'un éveille intensément notre anima ou notre animus, l'expérience est bouleversante. Nous ressentons une attraction magnétique, un enchantement inexplicable par la seule logique ou chimie. C'est comme si l'âme reconnaissait dans l'autre quelque chose d'essentiel, comme si nous contemplions un miroir archétypal, reflétant à la fois notre désir de complétude et nos manques intérieurs. C'est souvent ce que nous appelons « rencontre avec l'âme sœur », non pas parce que l'autre nous achève, mais parce qu'il révèle avec force ce qui reste à intégrer en nous. L'anima, projeté par un homme, peut se matérialiser sous les traits d'une femme, idéalisée, intuitive, mystérieuse, presque magique, une image forgée par l'inconscient et projetée sur la partenaire. L'animus chez la femme se manifeste comme une figure d'autorité, de force, de raison et d'impulsion créative projetée sur le partenaire. Le défi, selon Jung, est de reconnaître ces projections et de commencer leur réintégration, les ramenant dans notre propre psyché. L'autre n'est alors pas une destination finale, mais un portail vers la connaissance de soi. Cet archétype de l'âme sœur ne se limite pas aux relations amoureuses. Il peut se manifester dans des amitiés profondes, des rencontres éphémères, ou même des situations de tension intense où nous sommes confrontés à quelque chose qui résonne de façon inexplicable. Jung était convaincu que chaque activation archétypale est aussi une opportunité de croissance. Si nous restons prisonniers de l'idéalisation de l'autre, de l'idée qu'il ou elle viendrait nous sauver, nous manquons la chance de nous tourner vers l'intérieur et d'en saisir le véritable but. Le rôle de l'archétype de l'âme sœur est particulièrement prononcé en période de transition psychique, lorsque nous traversons des bouleversements intérieurs significatifs. Il surgit pour nous aider à intégrer ce qui nous manque, donner de la sensibilité à l'excès de rationalité, de la fermeté à l'excès d'émotion, du courage à la crainte de s'exprimer, de l'abandon à l'hyperprotection. L'autre incarne le contraire, le complémentaire, et c'est pourquoi son impact est si fort. Mais cet impact n'est pas forcément durable sur le plan concret. Il est avant tout révélateur sur le plan symbolique. Ainsi, lorsque nous avons l'impression qu'une personne a été envoyée par l'univers dans notre vie, il est crucial d'observer ce que sa présence éveille. Il ne s'agit pas de poursuivre l'autre ou de forcer une relation, mais bien d'accueillir ce qui remonte à la surface de notre psyché. Quelles émotions surgissent? Quelles peurs? Quels rêves ou souvenirs sont activés? L'archétype de l'âme sœur ne nous conduit pas vers l'autre pour nous y enfermer, mais pour nous regarder en face avec plus de clarté, de courage et de profondeur. La grande sagesse de Jung
aura été de montrer que le véritable amour commence par la réconciliation avec notre propre inconscient. L'autre, même exceptionnel, n'est qu'un messager, une figure symbolique qui éveille en nous la mémoire de qui nous sommes vraiment et de ce que nous pouvons devenir. Le véritable rendez-vous n'est pas avec un partenaire idéal, mais avec notre propre âme. Dans de nombreuses rencontres qui nous paraissent prédestinées, empreintes de magie et de sens, opère en coulisses un phénomène psychologique fondamental, la projection. Carl Jung a consacré une part importante de son œuvre à l'étude de ce mécanisme inconscient qui influence nos relations de manière inévitable. En projetant, nous percevons chez l'autre ce qui appartient en réalité à notre propre psyché, les qualités que nous ne reconnaissons pas en nous ou les aspects que nous réprimons. Sans conscience de cela, nous risquons de confondre projection et amour, d'idéalisation et de vérité. L'idéalisation est un effet courant de la projection. Nous projetons l'image inconsciente de l'anima ou de l'animus sur une personne réelle, lui attribuant des qualités qu'elle ne possède pas forcément. Nous avons l'impression d'avoir trouvé l'être parfait, un partenaire qui nous comprend profondément alors que nous venons de le rencontrer. Ce sentiment de complétude naît du fait que cette personne incarne, le temps d'un instant, un fragment de notre inconscient. C'est pourquoi bien des relations débutant dans l'intensité et l'extase s'effondrent lorsque la vie quotidienne révèle la réalité concrète de l'autre, une réalité qui, inévitablement, ne correspond pas à l'image idéalisée. Jung nous avertit que la projection, aussi illusoire soit-elle, n'est pas une erreur. Elle fait partie du développement psychique naturel. L'essentiel n'est pas d'éviter la projection, ce qui est presque impossible, mais d'apprendre à la reconnaître et de l'utiliser comme une passerelle vers la connaissance de soi. Lorsque nous avons l'impression qu'une personne nous complète, demandons-nous, quelle part de moi cette personne reflète-t-elle? Au lieu de rester focalisé sur l'autre, l'invitation est de nous tourner vers l'intérieur pour identifier ce qui en nous demande à être reconnu, développé ou guéri. Ce processus de désillusion, lorsque l'image projetée commence à se défaire, peut être douloureux mais aussi profondément libérateur. C'est là que la relation a la chance de se transformer en quelque chose d'authentique. Lorsque nous cessons d'idéaliser, nous commençons à voir l'autre tel qu'il est, avec ses lumières et ses ombres, ses vertus et ses limites, et en même temps, nous nous ouvrons à nous voir nous-mêmes avec plus d'honnêteté. La relation cesse d'être une scène où se jouent des fantasmes inconscients et devient un terrain fertile à l'individuation, le processus par lequel nous devenons entiers. Sur le plan affectif, la projection se manifeste également dans les conflits. Bien souvent, ce qui nous blesse ou nous dérange chez l'autre est en réalité l'expression d'une part d'ombre en nous. Lorsque nous réagissons avec colère, jalousie ou jugement excessif, il est utile de s'interroger « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Reconnaître que l'autre ne fait que dévoiler quelque chose qui est déjà en nous constitue une étape puissante vers la maturité émotionnelle. Plutôt que de chercher chez l'autre la cause de notre souffrance, nous apprenons que nous sommes également co-créateurs des dynamiques que nous vivons. Dans le contexte de relations envoyées par l'univers, cette conscience est d'autant plus cruciale. Plus la connexion est intense, plus le potentiel de projection est grand. Cela ne diminue en rien l'importance de la rencontre. Au contraire, cela en révèle la valeur symbolique. Plus l'autre nous impacte, plus il dévoile des couches profondes de notre psyché. La clé consiste à maintenir l'équilibre entre l'ouverture au lien et l'engagement envers l'introspection. Jung disait que le véritable amour commence lorsque la projection prend fin. Autrement dit, nous ne pouvons vraiment aimer l'autre que lorsque nous cessons de le voir comme l'extension de nos fantasmes. L'amour conscient reconnaît et respecte l'autre tel qu'il est, sans chercher à le modeler selon nos idéaux. Et cela n'est possible que si nous avons déjà amorcé l'intégration de nos propres ombres et aspects rejetés. Ainsi, lorsque nous tombons intensément amoureux de quelqu'un qui semble avoir été mis sur notre chemin par l'univers, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit souvent d'un miroir, non d'un sauveur. Et ce miroir, aussi déstabilisant soit-il, nous offre une opportunité rare, apprendre à nous connaître plus profondément et transformer nos relations en espace de croissance mutuelle plutôt qu'en piège de répétition inconsciente. Parmi les concepts les plus fascinants de Jung, la synchronicité occupe une place particulière, notamment quand il s'agit de rencontres humaines apparemment guidées par une force invisible. Jung définit la synchronicité comme la survenue simultanée de deux événements liés non pas par une relation causale directe, mais par un sens commun. Un événement extérieur exact correspond à un état interne, à un contenu inconscient
ou à un besoin psychique de la personne. Dans le champ amoureux, cette manifestation revêt un pouvoir symbolique extraordinaire. Beaucoup témoignent avoir fait la connaissance de quelqu'un de significatif après une série de coïncidences inexplicables. Un retard ayant conduit à une rencontre, une conversation anodine déclenchant un retour, un rêve anticipant un moment réel. Ces expériences ne sont pas de simples hasards. Pour Jung, elles montrent que l'inconscient entre en résonance avec le monde extérieur. Quand cela arrive, nous sommes face à un événement synchrone. Dans le domaine amoureux, ces événements signalent qu'un mouvement profond mérite notre attention. La synchronicité dans les rencontres amoureuses se produit souvent lors de transitions intérieures. Quand la personne est plus ouverte à l'introspection, plus connectée à son essence, plus réceptive au symbolisme de la vie, l'inconscient s'exprime à travers ce qui ressemble à un hasard. C'est alors que l'autre surgit. Quelqu'un qui, de manière surprenante, met en lumière des aspects latents, suscite des sentiments inattendus ou arrive avec un message, une présence ou une énergie en parfaite résonance avec ce que l'âme recherche. Il n'est pas rare qu'en revenant sur ces événements, on réalise que cette rencontre est survenue juste au bon moment, même si nous l'ignorions consciemment. Il est essentiel de comprendre que la synchronicité ne prouve pas que la personne rencontrée de façon aussi symbolique soit le partenaire idéal ou le destin final d'une histoire d'amour. La valeur de la rencontre réside dans le sens, non dans la durée. L'autre peut avoir été un catalyseur, un miroir, un pont, ou même quelqu'un avec qui l'on construit un lien durable. L'essentiel est de reconnaître que, via cette coïncidence significative, la vie nous communique quelque chose sur notre propre chemin d'individuation. Le phénomène de synchronicité se rattache aussi au concept de temps opportun, le kairos, ce moment qualitatif où une révélation se manifeste. Contrairement au temps chronologique, le temps synchronistique est qualitatif, non quantitatif. Il parle de rencontres qui arrivent quand elles doivent arriver, de personnes qui croisent notre route avec un message psychique incontournable. Souvent, ce n'est pas l'autre qui est le véritable protagoniste, mais ce que la rencontre éveille en nous. Pour Jung, ces expériences forment un lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre le conscient et l'inconscient. Il est crucial de cultiver l'écoute symbolique pour percevoir ces événements. Être attentif aux signes subtils, aux rêves récurrents, aux répétitions discrètes autour d'une personne, aux intuitions surgissant de nulle part. Tout cela nous prépare à reconnaître les instants où la synchronicité se manifeste. Elle ne crie pas, elle susurre. Mais si nous l'écoutons, elle peut bouleverser notre compréhension de la réalité. Un appel inattendu, un nom revenant sans cesse, un souvenir soudain d'un passé qui refait surface. Autant de façons dont l'inconscient nous invite à prêter attention. La synchronicité dans le domaine amoureux nous enseigne que l'amour n'est pas uniquement la rencontre de corps ou d'affinités superficielles, mais un événement qui touche les profondeurs de la psyché. Elle renforce l'idée que l'amour véritable est aussi un chemin de révélation, de guérison et d'expansion de la conscience. Lorsque deux trajectoires se croisent de manière symbolique, c'est le signe qu'un mouvement supérieur est en gestation, même si nous n'en connaissons pas encore la forme. Jung pensait que l'inconscient cherche à nous rendre entiers et que les rencontres significatives, en particulier celles guidées par la synchronicité, sont des instruments de cette quête. Elles nous obligent à sortir de la surface, à méditer sur ce qui se joue et à vivre avec plus de présence et de révérence. Au bout du compte, il ne s'agit pas de contrôler ou de prévoir ce qui va se passer, mais d'être éveillé pour percevoir quand la vie nous interpelle. Et dans ces appels, l'amour peut être à la fois le message et le messager. Les rencontres qui nous transforment réellement n'apparaissent pas par hasard. Elles émergent comme des reflets vivants de notre inconscient, comme des manifestations symboliques qui nous poussent vers notre essence. Grâce aux signes discrets de l'univers, aux images archétypales projetées sur l'autre et à la synchronicité tissant les fils invisibles de l'existence, nous comprenons que l'amour, lorsqu'il est vécu consciemment, est aussi un chemin d'intégration. Jung nous a appris que chaque personne qui entre dans notre vie porte un dessein psychique. En examinant ces rencontres en profondeur, nous nous rapprochons non seulement de l'autre, mais de notre propre essence. Il ne s'agit pas de chercher quelqu'un pour nous compléter, mais de reconnaître à travers l'autre les parts de nous-mêmes qui réclament lumière et accueil. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour poursuivre ces réflexions sur l'inconscient, les archétypes et le pouvoir transformateur de la connaissance de soi. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle pourrait être le prochain signe que vous attendiez.
L'univers parle sans cesse, il suffit d'écouter, l'âme éveillée.